je crois vachement, tu sais, au pouvoir de la manifestation, je crois vachement à l'univers. En fait, je pense qu'en France, on manque d'ambition. La M-List, comme tu dis, tu vois, en 3 ans et demi, c'était valorisé à plus de 150 millions. J'ai jamais couru de marathon. La distance la plus longue que j'ai courue, c'est peut-être un 15 bornes. Et là, je me dis, tu t'es peut-être un peu surestimé. En fait, si tu fais des choses que la plupart des gens ne feront jamais, t'auras une vie que la plupart des gens n'auront jamais. J'aimais bien cette définition, tu vois, qui disait que la discipline, c'était la plus belle forme d'amour propre et sacrifier la personne que tu es maintenant pour la personne que tu seras plus tard. Salut Guillaume. Salut, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va super. Bon, merci de me recevoir dans vos studios, là, super studio de la M-List. Studio pro. Ouais, studio pro, franchement, trop cool. Écoute Guillaume, alors je sais pas si tu le sais, je pense pas, j'étais un de tes premiers clients sur la M-List. Alors, je travaillais chez AOS, c'est une start-up dans le BTP. Ok, stylé. Et en fait, je pense qu'on a été les premiers à prendre plusieurs sièges. Genre, à un moment, on était à 8-10 sièges. Sympa. En 2019, 2020, tu vois, donc au début, tu vois. Ouais. Bref, c'était la petite la boîte aparté. me dit quelque chose. Ouais, vaguement, j'imagine, après, avec tout le nombre de clients que vous avez eu. Donc, tu es fondateur de M-List. Ouais. Alors, pour vulgariser, parce qu'on n'est pas sur un podcast startup, c'est une entreprise qui envoie des emails automatiquement. Ça ne fait pas que ça, mais on va dire que on peut c'est ça. Ouais. Et pour être plus précis, c'est pas pour les newsletters, c'est plus pour des commerciaux qui ont besoin d'automatiser leur prospection. Exactement. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui ne connaissent pas l'M-List, on ne sait jamais. Le pitch est fait. Et à côté de ça, tu es sportif et moi, c'est sur cette partie que j'ai envie de venir te chercher. Yes. Sportif parce que tu t'es lancé un défi dingue qui est de devenir champion du monde d'Ironman. Rien que ça. Alors ça, j'ai envie de comprendre déjà d'où vient cet objectif parce que tu sais, en préparation mentale, on dit il faut se fixer des objectifs smart, donc ambitieux, réalisables, etc. Et toi, tu débarques et tu dis je vais être champion du monde d'Ironman. Donc j'ai trop envie de creuser ça. Ouais. Voilà, est-ce que avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Ouais, bien sûr. Du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Guillaume Goubèche. J'ai du coup 34 ans depuis hier. Faut que je m'habitue à ce nouvel âge. J'ai grandi à Paris, j'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai commencé par le basket, où du coup j'ai créé ou co-créé en fait un club dans mon quartier jusqu'à ce que ça devienne un des plus gros de Paris. À la suite de ça, j'ai joué un petit peu à droite à gauche, mais j'ai jamais vraiment poussé le truc là où j'aurais dû le pousser. Ou en tout cas, j'ai toujours eu un peu ce regret parce que j'étais attaché un peu à ce club de quartier alors que j'avais des propositions d'aller jouer dans des clubs avec un meilleur niveau, jusque potentiellement en national, et où je me suis dit, en fait, je me suis jamais vraiment laissé la chance. Je préférais être surclassé quand j'étais, tu vois, minime ou cadet, jouer avec les seniors, et ça me faisait plus kiffer que de me dire je vais essayer d'aller dans une équipe vraiment super athlétique où il y a des possibilité potentiellement de passer pro. Et en fait, c'est toujours resté dans un coin de ma tête que le sport de haut niveau, j'étais un peu dégoûté, tu vois, que ce soit en basket ou que ce soit dans d'autres sports, de pas m'être lancé plus tôt. Et je sais pas si c'était, tu vois, une excuse que je me trouvais ou quoi, évidemment ça peut être le cas, mais comme mes parents, en fait, moi j'ai grandi dans un milieu où j'ai manqué de rien, mais pour mes parents, tu vois, payer un abonnement en club, c'était quand même... tu vois, c'était une dépense, quoi. Ouais, okay. Et donc, quand moi, je voulais faire du sport petit, au final, mes parents, ils n'étaient pas ultra chauds, tu vois, parce que ça demandait des contraintes, ils travaillaient, donc c'était compliqué, alors que moi, là où j'ai grandi, je pouvais tout le temps jouer dehors. Donc, ça s'appelle cité, mais c'est pas vraiment... c'est plutôt un endroit où tu as quelques immeubles et une cour au milieu, donc c'est plutôt chill. Tu as grandi où ? À Paris, entre Barbès et Pigalle, en gros. Ok, ouais. Et du coup, je passais mon temps à courir, à jouer avec mes potes, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours kiffé la compétition, en fait. C'est toujours un truc qui m'a motivé depuis petit. Et j'ai fait plein de sports différents. Quand je suis arrivé au collège, il y avait du coup l'AS, l'association sportive, où là, du coup, tu payais quasiment pas, quoi. C'était 20 € l'année. Et tu pouvais faire quasiment tous les sports. Donc, je faisais quasiment tous les sports. Ok, ah ouais, t'étais vraiment fan de tous les sports, en fait. Ouais, je kiffais. J'ai fait pas mal de badminton où je suis arrivé genre 5-6e de Paris. Okay. J'ai fait un peu de ping-pong pendant un temps. Après, je faisais du basket à l'AS aussi. Je faisais tous les sports co qui pouvaient exister.
Et puis après, je me suis mis au basket parce que mon frère en faisait aussi un peu. Et là, j'ai vraiment passé plus de temps à m'entraîner et à bien kiffer. Ouais. T'es monté à quel niveau au basket? Basket, j'ai joué jusqu'en régional. Après, j'avais été sélectionné par un club de N2 ou N3. Ouais, quand même. Tu peux commencer à être payé quand tu gagnes des matchs, Ouais. mais je vais faire le truc classique des chauffeurs de Uber qui ont tous été footballeurs, mais je me suis blessé. Tu t'es fait les croisés? Non, je me suis fait un arrachement osseux à la cheville Ok, ouais. sur une sale faute. Et puis, à l'époque, en fait, c'était un peu compliqué parce que, tu vois, quand tu veux jouer en N3, N2, ça demande quand même du temps, ça demande beaucoup d'investissement. Et à cette époque-là, j'avais une copine avec qui, bon, c'était assez passionnel, on va dire, la relation. Je bossais à côté de mes études. Ouais. Donc, cumuler les trois, tu vois, j'étais à la fac, mais en fac de sciences, t'as quand même beaucoup d'heures de cours. Donc, même si j'essayais de sécher les cours pour aller taffer, parce que j'étais vendeur, ou je donnais des cours, ou j'étais babysitter, enfin, tu vois. Mais du coup, c'était un peu chaud de tout garder en même temps. Ouais. Et j'étais un peu dans ce mode où je me disais, bon, bah, de toute façon, tu sais que tu seras jamais vraiment pro, ou tu vois, et c'était pas fait pour moi, quoi. Ok. Tu penses que si t'avais... Alors, tu penses que c'est aussi le fait que tu as eu justement tous ces boulots, les études, que tu n'aies pas pu te consacrer plus à ça T'as pas tenté, tu vois, un sport-études, par exemple, au lycée? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, En fait, je dirais que dans ma famille, tu vois, comme personne n'a fait d'études, pour eux, en fait, tu vois, le sport, ça a jamais été un truc très important. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, la plupart des gens, quand ils jouent au basket, tu peux regarder dans des familles ou des trucs comme ça, tu as leurs parents qui vont venir voir leurs matchs, ce genre de trucs et tout. Mes parents, ils sont jamais venus, tu vois. Okay. C'est pas un manque, ça? Bah, si, c'est une bonne question. Je pense que, après, tu sais, quand t'es jeune et ado, t'as toujours aussi un peu, genre, honte de tes parents à certains moments et tout, tu vois, t'es un petit con. Mais je pense que... en tout cas, j'avais compris que c'était un truc secondaire. Ouais, ok. Et comme pour mes parents, tu vois, qui n'avaient pas vraiment fait d'études, eux, leur objectif, c'était... ils se disaient, bah, faut que tu fasses scientifique. C'était pas sport-études, tu vois. Faut que tu fasses un bon lycée, S, et que tu fasses des sciences, quoi, tu vois. Ouais. Et j'avoue que j'ai pas eu une éducation non plus archi stricte parce que j'avais de la liberté et tout. Mais c'est vrai que... bon, j'avais un deal avec mes parents, quoi. Tu vois, c'est globalement sur les études, j'ai des bonnes notes et je fais ce qu'ils veulent que je fasse et je sais que j'ai un peu de tranquillité. Okay. Mais clairement, ouais, en fait, j'aurais kiffé faire ça. Je pense que j'aurais kiffé et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, tu vois, j'ai eu ma phase d'études scientifiques, à faire de la recherche, faire des projets comme ça. Ensuite, j'ai eu une phase vraiment d'entrepreneuriat, tu vois, qui a duré quasi 10 ans et que je vais garder, je pense, toute ma vie parce que maintenant, c'est une seconde nature et tu vois, parler de business et tout, c'est des choses que j'adore. Donc, j'investis, tu vois, j'ai ma boîte, etc. Mais après, j'ai quand même eu, tu vois, c'est toujours ce truc dans un coin de ma tête qui me disait, en fait, genre, tu peux faire plus et quel est le sport qui va te permettre de pousser vraiment tes limites à fond, bah, c'est l'Ironman, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, genre, j'avais besoin un peu d'un nouveau défi. Et je me suis dit que ça allait être un bon défi. Ok, donc en fait, toi, tu le voyais comme une expérience à te dire, j'ai jamais poussé jusqu'au bout mes capacités. Je vais me prendre du temps. Bon, alors, en parenthèse, du coup, l'Emlist, ça a très bien marché. Ça vaut plus de 150 millions. Tu as cash out, donc tu as réussi à sortir de l'argent. Et donc là, tu t'es dit, je vais prendre le temps, pousser ma capacité à fond et voir jusqu'à où je peux aller. Et toi, dans l'idée, c'était genre champion du monde Ironman. Après, tu sais, genre champion du monde. En fait, quand on a annoncé ça, c'était un... Moi, en fait, je pense qu'en France, on manque d'ambition. Donc, la boîte, si je dois faire un petit peu un parallèle, l'Emlist, comme tu dis, tu vois, en 3 ans et demi, c'était valorisé à plus de 150 millions, en revendant 20% des parts pour 30 millions. Donc, tu vois, d'un point de vue argent, j'ai pu me mettre à l'abri très rapidement. Là, la boîte, tu vois, ça fait maintenant 7 ans qu'elle existe. Donc, on a fait x3 ou x4 sur le chiffre d'affaires, la rentabilité et tout depuis. Donc, je suis dans une situation qui est très cool. Je pense que j'ai bien réussi, tu vois, à créer une équipe ultra solide, déléguer, faire en sorte de beaucoup moins être indispensable au business. Et en fait, quand j'ai commencé, tu vois, l'Emlist, c'était pareil. Tout le monde me disait...
bah, tu peux pas faire une boîte internationale en étant basé à Paris, tu peux pas closer les États-Unis, ça sera impossible et tout. Aujourd'hui, notre plus gros marché, c'est les US, tu vois. C'est ouf. Et on est présent dans plus de 100 pays. Et j'ai pas des bureaux dans 100 pays, juste on a des clients et des boîtes de toute taille dans plus de 100 pays. C'est vrai que si tu avais annoncé la première année, la première semaine, dans 3 ans, j'aurai une boîte qui vaut 150 millions avec 50% de mon business aux US. Ouais. En fait, on aurait pu te regarder comme un fou et comme ce que tu as annoncé sur le sport pour faire le parallèle. C'est un peu la même chose, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, en gros, tu vois, genre, devenir champion du monde, déjà, c'était champion du monde amateur. Donc, bon, tu vois, c'est quelque chose qui est potentiellement un peu plus palpable. Un truc qui m'intéressait vachement, c'était de me dire, mondialement, en fait, j'aurais bien aimé, avec les pros, en incluant les pros, faire un top 100 mondial, tu vois. C'est-à-dire faire un championnat du monde et arriver dans les 100 premiers. Ce qui paraît déjà incroyable et fou, tu vois. Vu le monde qui s'est mis au triathlon, ouais. Vu le niveau du triathlon qui se professionnalise, je trouve, de plus en plus. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je sais que moi, ce qui me drive personnellement, c'est quand les objectifs sont ultra ambitieux. Et la raison pour laquelle... Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas réellement. Et après, tu vois, on pourra venir sur l'aventure Ironman, où j'en suis aujourd'hui et tout, parce que les choses ont pas mal évolué. Mais en réalité, en fait, pour moi, c'est... je crois vachement, tu sais, au pouvoir de la manifestation. Je crois vachement... à l'univers. Bon, les gens, tu vois, ils peuvent te dire, ouais, c'est un peu you yaya, tout ça, t'es un hippie qui pense à des trucs comme ça, mais... Pourtant, t'es un scientifique de base. Ouais, moi, je suis ultra cartésien, ultra scientifique. Après, tu vois, je m'intéresse vachement, en fait, à l'histoire de la science aussi. Et ce qui est assez drôle, en fait, dans l'histoire de la science, c'est là où beaucoup de gens... tu vois, sur les réseaux sociaux, très souvent, quand les gens te parlent de nutrition, te parlent... d'efforts physiques, te parlent de plein de choses. Quand ils énoncent une théorie et qu'on les challenge sur la théorie, ils vont te sortir un article scientifique. Et pour eux, te sortir un article scientifique, c'est la fin. Tu vois, c'est-à-dire que c'est la preuve ultime. Sauf qu'en fait... Il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat, alors que la science, c'est un débat. Quand tu crées un article scientifique, et moi, j'ai bossé en recherche, tu vois, à la base, moi, je suis ingé chimiste, j'ai aussi un master, tu vois, en... chimie organique et synthèse de médicaments. Je l'ai fait en Écosse. C'était Organic Chemistry and Advanced Medicinal Synthesis, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc où je me suis rendu compte que tu as plein de gens qui publient des articles qui, en fait, vont s'avérer être faux quelques temps plus tard, mais ça va faire évoluer la science parce que les gens vont se poser des questions sur les mécanismes, sur comment ça fonctionne et tout. Et en réalité, tu vois, tout l'aspect... mental, univers, énergétique, tu vois, instinct, c'est des choses qui, dans le monde western, tu vois, donc européen, occidental, c'est très peu développé. C'est très peu développé. Quand tu regardes, par contre, tout ce qui est soit des médecines un peu plus ancestrales, soit, en fait, tu te rends compte que il y a plein de choses dans des personnes, tu vois, qui parfois rentrent en transe, parfois arrivent à se connecter avec... Et tout ça, en fait, c'est des sujets, moi, qui m'intéressent parce que, en gros, il y a énormément de preuves et d'histoires qui ont montré que les limites, elles peuvent toujours être repoussées. On a vu des gens, tu vois, je sais pas si tu l'avais lu, le livre Born to Run ou un truc comme ça, avec les gars qui sont au Mexique, qui en fait... Ils courent pieds nus. Ouais, c'est ça, ils courent pieds nus avec des mini-sandales et sur des ultra-trails, ils mettaient tout le monde à l'amende. Sur la hard rock et tout. Et alors que les gars, ils sont en train de manger des burritos avec du riz, des haricots, genre tout ce qu'on te dit de pas bouffer et tout. Et tu vois ces gars-là qui, en fait, défoncent tout. Et genre, ça fait poser des questions, tu vois, avec quand tu es face à des athlètes qui suivent un entraînement très spécifique, polarisé, machin, tout ça. Et en fait, moi, j'avoue que je me suis dit, en fait, quand tu te donnes un objectif qui est ultra ambitieux, intérieurement, tu es obligé de faire un plan pour atteindre cet objectif ultra ambitieux. Donc, tu vois, parce que si demain, je te dis, OK, tu dois monter genre les escaliers de Montmartre. Là, tu te dis, OK, on y va, j'ai pas besoin d'être préparé, quoi. Si demain, je te dis, OK, on va faire... l'ascension du Mont Blanc en courant d'ici genre 2 mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, même si tu te dis putain, j'ai jamais fait d'ascension machin et tout, là tu vas te dire OK, est-ce qu'il va faire froid en haut?
est-ce que ça fait combien de dénivelé positif? C'est quoi le plan d'entraînement que je devrais suivre pour pouvoir gérer le dénivelé, le manque potentiellement d'oxygène, tu vois? Et en fait, intérieurement, tu commences déjà, tu vois, à structurer, à réfléchir. Et en fait, moi, je suis pas parti. Ça m'intéressait pas, en fait, de juste terminer un Ironman. C'était pas ça qui m'intéressait. Oui, évidemment, l'aventure, je la trouve stylée et tout. Mais en fait, je me suis dit, j'ai envie de me mettre dans des conditions de champion, en fait. Okay. Et me mettre dans des conditions de champion, ça veut dire faire tout ce qu'un champion ferait. C'est-à-dire créer du contenu autour de son entraînement, documenter potentiellement tu vois, tout ce que je fais, m'entraîner de façon ultra sérieuse et adapter mon mode de vie à ça, parce que j'avais envie en fait de vivre cette expérience de sportif de haut niveau à fond. Okay. Et voir ce que mon corps allait pouvoir donner, tu vois. On va y venir. Donc, alors, juste que je comprenne le switch entre le moment où tu es CEO de l'Amlist et le moment où tu te mets à temps plein. Donc, tu te mets vraiment à temps plein sur le sport. Tu quittes tes fonctions? Non, je suis pas à temps plein. En réalité, en fait, tu vois, si tu regardes, moi, en fait, j'ai toujours énormément travaillé déjà. Donc, de base, je pense que mon référentiel de temps de travail, tu vois, j'ai passé 6-7 ans à faire des semaines, je sais pas, je compte pas les heures, mais tu vois, c'est... 80 quoi. Ouais, c'est 70-80. Oui, c'est ça, tu vois. Et donc pour les gens ça paraît beaucoup, pour moi ça a été mon habitude, tu vois. Donc là faire des semaines, tu vois, de 40 heures de travail, tu vois, ou 35 heures. C'est un mi-temps court. Bah, en fait pour moi ouais, c'est ça en fait, ça me laisse beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc tu vois, m'entraîner entre 15 et 22-23 heures, tu vois, pour les plus grosses semaines, bah j'avais un emploi du temps qui me permettait de le faire. Ok. Sauf que tu vois, le temps de travail que tu as, quand même les 35-40 heures, c'est aussi un stress que tu mets sur le sport. Ouais, c'est clair. Et en fait, tu n'as pas la même récup non plus, je pense. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je me suis blessé ultra rapidement. Ok, on va quand j'ai commencé. On va y venir. Donc, tu te mets à fond dans l'Ironman, tu te fixes cet objectif. Quel est le plan là? Tu prends un staff, un coach, un kiné, etc. Je prends un coach, je prends un kiné parce que, genre, très rapidement, je me fais une tendinite. Donc, faut commencer à bosser. Et je m'entraîne. Et en fait, c'est vrai qu'au tout départ, je vois que... parce que, tu vois, je courais de temps en temps. Je pense qu'avec le basket, j'avais on va dire des facilités un petit peu, mais pas forcément en course, parce que je pense que les footballeurs ou les rugbyman, tu vois, ils ont des VMA qui sont beaucoup plus élevés que les basketteurs. C'est plus du fractionné, le basket. Basket, c'est fractionné et c'est beaucoup d'explosivité. Tu vois, donc moi, j'ai une explosivité verticale qui est assez forte. Quand tu vois, je dunkais à deux mains quand j'étais, je fais 1m84, 85, tu vois, donc j'ai un peu de détente quand même. Et donc du coup, sur la course, ça se retranscrit pas autant que sur le vélo, où, vu que le vélo c'est de la force pure en fait, enfin tu vois, c'est combien tu arrives à pousser par rapport, c'est toujours un rapport poids-puissance, donc combien tu pèses versus ce que tu arrives à pousser. Et là-dessus, je me rends compte que je fais partie, tu vois, vraiment du top 0,001%. Ah, tout de suite, dès le début, tu voyais que rapidement, parce que je fais des tests avec une coach qui est aussi, qui elle coach des équipes de cyclisme qui étaient au JO, tu vois. Et en fait, quand on fait un test de FTP, ce qui est globalement la puissance maximum que tu peux tenir sur 30 minutes ou un pourcentage de ça, quoi. En gros, j'arrive à un score qui est très bon pour quelqu'un qui fait du triathlon, tu vois. Et surtout quelqu'un qui débute. Donc là, je me dis, putain, c'est cool. En course à pied, je vois que je suis pas trop mauvais, mais qu'il y a de la marge de progression. Et en natation, qui est le truc qui fait le plus peur... C'est ce que j'allais dire. Tu savais nager? Enfin, vraiment nager, je veux dire. En fait, le truc, c'est que la natation, c'est un sport qui est très technique. Et globalement, je pense que j'ai un ressenti, tu vois, de mon corps dans l'espace. Donc, tout ce qui est proprioception, tu vois, ton image du corps dans l'espace, ça, c'est un truc que tu travailles pas mal au basket. Je pense que dans l'eau, j'ai des sensations où, en fait, très rapidement, j'arrive à conscientiser où est-ce que ma main, elle est, comment est mon coude. En fait, j'ai un bon ressenti de mon corps. Et donc, ça m'aide. C'est-à-dire que ça veut pas dire que j'ai une nage parfaite, mais en réalité, quand je nage, je sais si je nage bien ou je nage pas bien. Tu vois. Compris. Et donc, ça veut dire que je peux aussi modifier pour essayer d'aller nager
mieux que ce que je nage. Et ça, c'est important. Et tu sais que les enfants, c'est pour ça que moi, je milite, entre guillemets, pour que les enfants fassent beaucoup de sport jeunes. Parce qu'après, justement, ce que tu disais, c'est que tu es capable d'être polyvalent sur plein de sports. Ah bah ouais, de ouf. Moi, j'ai fait aussi du basket et du foot en parallèle quand j'étais petit, du tennis, enfin plein de sports en parallèle, tu vois, en club. Et en fait, maintenant, quand je me mets à un autre sport, bah, c'est facile. Pas facile, je sais pas, mais en tout cas, c'est naturel. C'est plus, tu vois, tu le vois en EPS, tu sais, au collège, quand il y a des gens qui galèrent à faire des trucs. Toi, tu comprends pas trop parce qu'en fait, pour toi, c'est plus naturel. Ouais, c'est clair. Ce que je comprends, ce que tu dis là. Ok, donc tu te mets à fond là sur l'Ironman, tu dis que tu te blesses. Ouais. Parce que tu en fais trop tout de suite ? Ouais, genre, en fait, très rapidement, je veux faire plus que qu'il y a sur l'entraînement et je me dis, putain, il faut que. Et puis, tu as aussi ce truc où. En fait, j'ai jamais fait de triathlon. Tu vois, j'ai jamais fait de triathlon, j'ai jamais couru de marathon. La distance la plus longue que j'ai courue, c'est peut-être un 15 bornes. Tu vois, et donc, je suis dans un mode où je me dis, putain, attends, je vais devoir faire 4 km de nage, 180. En fait, très rapidement, je me dis, je suis quand même un peu con, quoi, tu vois. Non, mais sérieusement. Parce que quand je t'écoute, je me dis, alors con, je sais pas, mais cinglé, oui. Ouais, tu vois, en fait, je me dis, j'ai 6 mois pour faire mon premier Ironman. Je trouve que c'est un peu. Genre, le challenge, il est cool. Mais là, je me dis, tu t'es peut-être un peu surestimé. Donc, tu sais, à chaque entraînement, j'ai envie de me prouver que je peux faire plus. J'ai envie de montrer que je peux rajouter des séances. Sauf que je comprends pas, tu vois, le truc classique de la progressivité. Et en fait, je pense qu'il y a aussi... Tu fais un peu l'erreur de débutant, quoi. Ouais, clairement l'erreur de débutant. Et à côté de ça, je pense que tu as 2 types de personnes, en fait, en sport. T'as des gens qui arrivent à exécuter bêtement, tu vois, enfin, ou je dis bêtement, mais voilà, ils exécutent. Non, suivre un plan, quoi. Suivre un plan. Et t'as des gens comme moi où j'ai vraiment besoin de comprendre la profondeur du pourquoi, du comment, et de l'intérêt de chaque séance. Et je trouve que la plupart des coachs, tu vois, avec lesquels tu bosses, ils font pas ça, en fait. Ils sont là et ils te balancent des séances, et en fait, tu les fais. Et quand tu poses des questions, en fait, ça les saoule un peu parce que eux, tu vois, ils sont payés 100, 150 balles, tu vois, par mois. Ils ont des trucs un peu plus ou moins automatisés. Ils ajustent en fonction de tes blessures, de tes commentaires. Mais c'est pas un taf qui est énorme. Et je comprends, tu vois, que c'est à ce prix-là, tu vois, c'est... Mais quand tu leur proposes plus pour plus de support, ils disent non, t'inquiète, pose-moi tes questions. Enfin, tu vois, c'est pas dans leur fonctionnement, quoi. Ok. Et sur la partie mentale, comment tu gères ? Je t'avais mis par écrit, est-ce que tu as un préparateur mental ? Est-ce que t'as... Bon, j'imagine que l'entrepreneuriat t'a aussi aidé là-dedans, mais comment tu gères cette partie-là ? Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête, surtout dans les sports d'endurance, que ce soit en off, quand t'as arrêté tes séances, ou pendant les séances, tu vois. Ouais. Bah ça, c'est un truc que j'ai pas du tout, sur lequel j'ai pas du tout investi. Et c'était... je pense que c'était une vraie erreur, tu vois. Parce que... En fait, l'avantage, c'est, je dirais que j'avais des potes qui avaient fait des sports d'ultra-endurance, donc je dirais que la partie mentale était gérée grâce à eux, puisque je pouvais leur poser toutes mes questions, ou pareil avec le coach, tu vois, ils pouvaient m'aider. Mais tu sais, tu as ces doutes, en fait, ces moments de doute. Parce que quand tu vas faire, je sais pas, même 120 bornes de vélo, et que tu fais ensuite un enchaînement de course à pied, et donc tu te fais 120 bornes de vélo et ensuite tu vas courir 10-15 km et t'es défoncé, t'as l'impression que t'es au bout de ta vie, tu te dis mais attends, comment je vais faire les 4 bornes de nage, 180 cette fois-ci, et ensuite un marathon. Et donc en fait tout ça te paraît vraiment impossible à faire, et c'est dur en fait de te dire que ton entraînement va te permettre d'y arriver. C'est le cumul, les entraînements qui va te permettre de tout faire en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et sur la partie mentale, tu as des doutes parfois dans ton entraînement parce que tu as pris 6 mois pour faire un Ironman. C'était l'Ironman. J'avais pris. En fait, moi, j'ai commencé en janvier de l'année dernière, donc janvier 2024. Et mon premier Ironman, c'était censé être Nice. Donc en juin. Sauf que donc, je pars à Nice pour m'entraîner là-bas, donc un mois avant la course. Et une semaine avant la course, je me fais renverser par une voiture. Ah oui. Du coup, j'ai des ligaments dans l'épaule qui sautent. Enfin bon, ça a été vraiment ultra relou. Et je me dis, bon, j'avais quand même cet objectif de faire un Ironman en 2024. Donc là, je passe 3 mois à faire de la rééducation. Je suis immobilisé pendant plus de 6 semaines. Mais tu lâches pas. Tu te dis pas, mon rêve est à voler en éclats, parce que tu aurais pu te dire, j'ai fait toute une prépa super dure, super intense. Je me prends une voiture une semaine avant. Tu sais, tu aurais pu dire, non, stop. Ouais, non, ça m'est même pas. Je me suis même pas posé la question.
En fait, je me suis dit, il faut que je book une course, comme ça, j'aurai un objectif, ça va me motiver pour faire la rééduque. Ok, donc rééducation, et tu t'inscris un deuxième ouais, du coup, en octobre, qui était en Californie. Ok. Et là, du coup, j'arrive avec un... Je fais un peu de la merde sur la fin de l'entraînement, parce que à 3 semaines de l'Ironman, du coup, Californie, ou 1 mois, je pars en Corse et je décide de faire le GR20 en courant. Donc, t'as genre 200 km et 14 000 mètres de dénivelé positif. Ok. Tu le fais en combien de temps? Parce que j'imagine que tu t'es mis en plus une... Ouais, on l'a fait en 4 jours et demi, mais c'était... Quand même, hein. Ouais. Et on a eu énormément de galères, d'intempéries et tout, parce qu'on est passé par toutes les variantes alpines. Et on s'est retrouvé à des endroits genre où on avait... un vent de face où genre tu sais tu peux te mettre en arrière et tomber, tu vas pas tomber quoi. Ok. Ouais, c'est super aérien le GR. Donc tu fais le GR20 et après tu te dis je vais me faire un Ironman. En fait je m'étais dit c'est cool. Le coach avait validé ça? Il m'a dit c'est pas la meilleure idée. Ok. J'ai dit mais j'ai besoin de vacances. Enfin pour moi c'était des vacances. Ouais. Et mais après j'avoue que mon corps il a quand même pris quoi. Ouais, il a pris cher. Ok. Comment se passe ton Ironman en Californie? En Californie, c'est assez marrant parce que du coup, à ce moment-là, j'ai mon épaule là, tu vois, ça va faire 1 an et je dirais que je suis à 85-86%. Ouais, peut-être 90%. Et au moment de l'Ironman, mon épaule, je suis à franchement 60-70. Parfait pour nager. Ouais, parfait pour nager. Donc l'avantage, c'est que c'est une rivière, donc tu as un peu de courant. Donc là, la nage, je la dégomme, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et là, en fait, le vrai problème de la Californie, c'est que le matin, il fait très froid. Donc tu es dans une eau super froide. Et comme moi, j'ai très peu de gras, tu vois, je sais pas à combien je dois être, mais c'est vraiment très bas, mon pourcentage de gras. Bah, en fait, j'ai très froid tout le temps. Et comme il fait froid, même malgré la combi, genre, je me crispe de ouf. Et le passage en fait de la natte au vélo, en fait, je commence à avoir le dos qui se bloque. Et donc du coup sur le vélo, en plus comme tu es en position aéro, donc là genre je commence à rouler et je sens directement que j'ai mal au dos. Ensuite sur le vélo, je suis vraiment parmi les premiers, tu vois. Donc c'est cool parce que toutes les personnes qui nageaient un peu plus rapidement que moi, globalement, je les dépasse. Et plus le temps passe, plus j'ai mal au dos. Et ça devient quand même assez dur et douloureux parce que tu veux garder ta position aéro. Et je termine, du coup, la natte, tu vois, genre, pour ceux qui connaissent un peu, mais toi, j'ai fait la natation en genre 47 minutes, ce qui est ultra rapide, mais c'est grâce au courant. Ensuite, le vélo, je le fais en 4h45. Donc, ça fait une moyenne de 38 km/h. Tu vois, donc c'est... Pareil, tu vois, je fais un des meilleurs temps à vélo. Ça va vite. Hein. C'était... Donc, j'arrive en fait au parc à vélo, mais en gros, j'ai eu le dos totalement bloqué. Sur le vélo, en fait, j'ai fait l'erreur, et ça, c'est un truc, je pense qu'il faut faire grave attention, mais j'avais pas fait une bonne reconnaissance de la route. Et la route, en fait, moi, quand je roule, j'aime bien rouler avec des pneus très durs. Le problème, c'est que quand tu as des routes qui sont pas quali, ça fait énormément de vibrations. Bah oui, forcément. Et quand tu es en position aéro, en fait, ça faisait que des chocs sur, tu vois, mon dos. Et il y a eu un moment où je suis passé sur un trou, où je me suis recoincé le dos et mes gourdes ont sauté. Donc, en fait, j'ai perdu toute mon hydratation sur le vélo. Super. Donc, je me suis retrouvé, parce que tu vois, les différents stands où tu peux récupérer de l'eau, c'est tous les, je crois, 30 bornes, un truc comme ça. Donc, tu vois, tu as 30 km, un peu moins, peut-être 20-25 bornes. Tu as 25 bornes où tu n'as pas d'eau. Il fait chaud. Et il fait chaud. Parce qu'en gros, le matin, il fait très froid, mais tu sais, il fait très chaud quand commence l'après-midi. Et donc, je me suis retrouvé en fait à sortir du vélo totalement déshydraté parce que après, ils ne te donnent pas des gourdes au stand, ils te donnent des bouteilles. Et donc, dès que j'essayais de les remettre, elles ressautaient parce que les roues très gonflées et un truc avec beaucoup de vibrations. Donc, route vraiment pourrie en Californie. Là, tu as quand même 2 problèmes sur ton Ironman, c'est le dos et les bouteilles qui sautent. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'aimerais bien savoir ce que tu te disais vraiment, parce que on se parle quand on fait choses. En fait, le dos, tu vois, genre, je suis tout le temps, en fait, je suis dans ma tête et j'essaye de me dire, vas-y, genre, essaye de bouger un peu ton bassin, détends-toi, genre, essaye de relâcher les muscles, travaille sur la cadence, tu vois, j'essaie d'avoir une cadence un peu plus élevée pour mettre moins de force, donc comme ça tire un peu moins sur le bas du dos.
Enfin, toi, t'essayes de faire plein de trucs, tu te redresses un peu, mais je sentais que c'était de plus en plus crispé. Et mon dos, en fait, à chaque fois que je passais sur des trucs, ça se bloquait. Et le moment où je suis arrivé à la transition, où en fait, déjà, j'étais un peu déshydraté parce que j'arrêtais pas de perdre l'eau et tout. Donc, en fait, ce que je m'étais dit, j'avais quand même ce truc qui est un peu con, mais je me dis, vas-y, termine ton vélo en transition, prends ton temps, genre bois comme un porc. Et j'arrive à la transition, je suis top 10, je pense, dans la course, tu vois. Ah, quand même. Top 15, quoi, sur 3000 personnes. Donc, le parc à vélo, il est vide. Donc, tu sais, t'arrives et tu remets ton vélo. Et là, c'est très bizarre parce que les gens avec qui je suis, c'est que des gens qui sont élites, quoi, tu vois. Des pros, quoi. Ouais, donc c'était pas une... Il n'y avait pas de pro. Ou si, il y en avait peut-être, mais c'était en mode... c'était pas officiel, en tout cas, sur cette course-là. Parce que tu avais les championnats du monde à Hawaï qui tombaient à une semaine d'écart. Donc, la plupart des pros étaient partis à Hawaï, mais tu avais quand même des pros qui faisaient cette course, mais pas sous le... parce que tu sais, quand il y a les pros, il y a aussi... Ironman est obligé de verser de l'argent pour les prix. Alors que là, je crois qu'il le versait pas, mais... Du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont des machines de guerre en course, tu vois, qui vont taper un marathon en, je sais pas moi, après avoir fait 4 km de nage et 180 bornes, ils vont te taper le marathon en 2,40, quoi, tu vois, 2,45. Donc, je suis mort. Tu vois, donc en fait, moi, j'arrivais là, j'ai le dos totalement baisé et je me retrouve qu'avec des mecs qui, en fait, qui envoient genre l'acier sur la course. Donc, toi, tu commences à courir. Genre, j'essayais de me mettre sur le tempo que j'avais prévu. Tu l'avais mis en combien ? Moi, je voulais faire, en gros, je m'étais dit, worst case scénario, je ferais 3h20 et j'essayais d'aller taper un 3h05, quoi, tu vois. Ouais, sur un Ironman, quand même. Ouais, c'était un peu mon objectif, tu vois, parce que, en gros, globalement, 5 minutes du kilomètre, c'est pour moi, c'est ma zone 2, quoi, tu vois, mes runs de récup, je peux les faire plus lentement, mais je peux être dans ces alentours, quoi. Et ensuite, mon tempo, normalement, enfin, à l'époque, mon tempo, il était aux alentours de 4-10, tu vois. Maintenant, il est descendu, tu vois, mais c'était un petit peu près ça ce que j'allais chercher. Ouais. Donc là, je commence à courir et là, genre, ça va vraiment pas, quoi. Genre, j'ai jamais eu autant mal au dos et c'est ultra dur. Tu t'arrêtes ? Bah, dans ma tête, je me dis, il faut que je continue. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 km. Je commence à ralentir, tu vois. Je me dis, vas-y, mets-toi dans un rythme. Et donc, le cardio, il est très chill. Tu vois, mon cardio, il monte pas du tout, mais j'ai pas du tout de... J'ai vraiment mal, quoi. Donc, je mets de la glace sur mon dos, j'essaye plein de trucs. J'essaye de m'étirer, faire des craquements de dos et tout. Et en gros, au kilomètre, je crois, 24 ou un truc comme ça, 24, 25, j'en peux plus et je m'arrête. Et là, je me dis, vas-y, bah, de toute façon, termine-le en marchant, quoi. Ouais. Et pour toi, c'était pas une option d'abandonner ? Non, parce qu'en fait, j'étais là dans ma tête. Enfin, à ce moment-là, tu sais, tu marches et genre, franchement, c'est assez marrant parce que, tu sais, genre, j'avais les larmes aux yeux, j'ai pleuré et tout, et j'étais dans un mode... en fait, après, tu vois, genre, c'est assez drôle. Moi, je suis quelqu'un qui pousse tout le temps mes limites, qui a une relation avec la douleur, tu vois, qui est particulière. Et je pense que comme toutes les personnes qui font sport d'endurance, tu vois, c'est que tu as envie d'aller chercher cette limite, tu as envie d'aller chercher ce point de rupture. Et en fait, ce point de rupture pour moi, où je suis toujours très dur dans la façon dont je me parle et j'ai des exigences qui sont très élevées, ben là, tu vois, j'ai eu un truc de... franchement, tu peux être fier de toi, tu vois. Ok, cool. Et du coup, en fait, tu te dis, tu t'en fous, continue. Tu vas le terminer, genre tu sais que tu peux marcher, t'as déjà marché genre beaucoup plus longtemps, fais-le en marchant et tout. Et du coup, j'ai marché pendant 18 bornes. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais, ça devait être long par contre. C'était super long, c'était horrible. En plus, tout le monde qui te dépasse. Non, c'était horrible. Bah, tu vois, ça veut dire que tu vois, au final, en marchant 18 km, je fais le marathon genre, je sais pas, 4h30, un truc comme ça. Ah, mais bravo quand même. Ouais, en marchant. En marchant, et je termine en 10h10. Ok. Et ce qui est assez ouf, c'est que en fait, la dernière personne qualifiée pour les championnats du monde, c'était 10 heures. Non. Et ça, en fait, tu vois, c'est pareil, c'est des trucs genre que tu sais pas. Donc, à l'époque, j'étais là en mode... parce que moi, je termine en gros 23 ou 24e, ouais, je crois, 24e de ma catégorie. Et au total, je termine genre, je crois, 200 sur 3000 personnes, un truc comme ça. Ok, même donc, avec en marchant 18 km. Ouais, parce que tu vois, la natte, en fait, je suis très bien sorti de l'eau. Et le vélo, je gagne, tu vois, sur la plupart des gens. Tu vois, des gens qui roulent à
t'as pas le droit de drafter en fait en Ironman. Donc tu peux pas être derrière la roue de quelqu'un. Et ça fait une énorme différence pour la plupart des gens qui... pour ceux qui savent pas, tu vois, quand t'es derrière une personne qui roule, toi, tu dépenses 50% moins de force. C'est énorme. Pour aller à la même vitesse avec l'aspiration. C'est énorme. Et donc, quand t'enlèves ça, en fait, c'est là où tu te rends compte que la plupart des gens, ils savent pas rouler seuls. Et donc, la plupart, tu vois, genre, sur un Ironman, tu vois, des gens, ils font... je pense que la moyenne, c'est peut-être 6 heures, tu vois, donc peut-être même un peu plus, parce que ça fait 30 km/h, t'en as peu qui arrivent à tenir ce rythme pendant 6 heures. Ouais. Donc, tu vois... moi, quand je suis à 38 km/h, en fait, je gagne 1h30, 2 heures, quoi. Ah ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que donc en fait, finalement, si on regarde, je vais être un peu dur, mais tu rates en fait ton objectif que tu avais annoncé 10 mois avant ou 8 mois avant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu dis, bon, j'ai raté et on passe à autre chose? Je sais pas, je vais mettre au trail ou à autre chose, tu vois. Mais en fait, non, j'ai l'impression que tu t'es relancé, on en a parlé en off. Tu as toujours cet objectif en tête? Ouais, à ce moment-là, je me dis toujours... en fait, je me dis... Enfin, tu vois, genre, t'avais ton épaule qui était pétée, t'es allé faire un trail de quasiment 200 bornes juste avant. Enfin, tu vois, genre, j'étais dans un mood où j'avais l'impression d'avoir appris énormément. Je me suis dit, c'est un sport quand même que je kiffe. J'ai l'impression, en fait, de pas avoir montré tout mon potentiel. Et ça m'a saoulé. Et du coup, je me dis, j'y vais en mode plus sérieux. On va régler tous les problèmes de position à vélo, de machin, de trucs et tout. Et on va aller chercher un gros temps, quoi, tu vois. Parce que en réalité, tu vois, il y a aussi ce truc un peu peut-être totalement naïf et candide, tu vois, qui est de te dire que tu commences un sport et 7-8 mois plus tard, tu peux être avec les meilleurs. Ça n'existe pas, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai pas trop de problème à être irréaliste. Parce que je trouve que c'est quand tu es irréaliste que tu arrives à faire des choses qui peuvent te surprendre toi-même. Et c'est ça que j'aime, en fait. Moi, j'ai toujours kiffé, tu vois, les films où c'est l'underdog qui réussit à gagner alors que sur le papier, jamais il aurait dû gagner. Et en fait, c'est ça que je trouve beau. Toi, c'est un peu ton histoire avec l'Emlist, un peu. Ouais, oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, tu vois, ça me fait, en fait... En gros, tu vois, t'en as plein qui... Je sais qu'il y en a plein qui étaient... notamment, il y avait une marque... de triathlon français où le gars, tu vois, il était super condescendant en mode dire que tu vas être champion du monde, ça n'a aucun sens, t'as des gens qui s'entraînent depuis qu'ils sont petits, comment toi tu veux compétir? C'est un commentaire sur tes vidéos? Non, c'est un gars, mon assistante de l'époque avait contacté, tu vois, des marques pour potentiellement faire des partenariats. Ouais, bien sûr. Et il avait répondu ça, tu vois. Ah ouais. Et du coup, c'est... pas un athlète, quelqu'un d'une marque? Non, ouais, mais qui était un ancien athlète. D'accord, aussi, et qui a monté sa marque. Et du coup, tu vois, en fait, c'était un Français, évidemment, parce qu'après, toutes les marques US, c'était totalement différent. Et c'était trop drôle, d'ailleurs, de voir ça faut qu'on en parle, ouais, le changement de mentalité. En fait, ça, c'était la seule marque française et le seul gars, tu vois, qui répondait à un truc genre ultra négatif, en mode... tu vois, genre... couper ton rêve tout de suite, quoi. Ouais, en mode... parce que je crois qu'elle avait mis dans l'objet du mail, quand elle l'avait contacté... sponsoriser le futur champion du monde d'Ironman. J'adore. Et du coup, le gars, il était en mode dire futur champion, c'est ultra déceptif, nanana. En fait, on t'a pas demandé ton avis, tu vois. C'est un projet. Soit t'y crois, soit t'y crois pas, tu vois. C'est comme quand quelqu'un vient te voir et te dit investir dans la future licorne. Est-ce que les chances que ça soit une future licorne sont élevées? Non. Est-ce que les chances que je sois champion du monde d'Ironman sont en ma faveur? Clairement pas, tu vois. Non. Ouais. Mais en réalité... Mais t'investis dans l'aventure aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, t'as énormément de marques qui m'ont contacté, de nutrition, d'appareil, tu vois, de vêtements, etc. Au final, j'ai décidé de ne pas continuer cette voie parce que, en réalité, tu vois, j'ai suffisamment d'argent, j'ai pas envie d'être, tu vois, que mon compte Insta, ça devienne la vitrine de marque et tout. Des 30% sur une marque. Des promos, non, mais tu vois, je vois les athlètes de haut niveau le faire et genre, c'est très bien parce que c'est leur taf. Mais moi, tu vois, j'étais en mode, non, en fait, ça me fait chier, tu vois. C'est du travail en plus pour rien. Eux, ils en ont besoin pour vivre. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, au départ, je voulais voir, tu vois, est-ce que je peux y arriver à faire ce genre de partenariat? Parce qu'en réalité, en fait, j'ai toujours eu, tu sais, ce rêve un peu de me dire... de passer athlète professionnel. Et en triathlon, pour être pro, tu vois, il faut que sur une course, typiquement, je pense que si je fais un top 100 mondial sur un championnat du monde, je peux passer pro, tu vois. La fédération française autorise que... En gros, il faut que tu sois sur une course où tu termines assez proche d'un professionnel et ça te permet de faire le switch.
Donc, tu vois, tu as des pros en Ironman qui ont fait des moins bons temps que moi, genre sur la course. Là où tu étais blessé? Ouais. Enfin, là où... Et donc, tu vois, tu peux réussir à trouver... Après, est-ce que ça veut dire que tu gagneras une course en étant pro? Non. Ouais, bien sûr. Tu vois, et ça sera la galère pour toi. Mais voilà, tu vois. Et donc, moi, en gros, à ce moment-là, quand la course, tu vois, elle se termine pas dans les conditions que j'aurais aimé, je me dis quand même, j'ai envie de continuer. J'ai envie de pousser le truc, toujours à fond. Parce que j'ai pas encore... le sentiment d'avoir vraiment vécu à fond ce truc de il y a un goût c'est mon projet et je me donne à fond. Et en gros, je pars moi tous les hivers en Afrique du Sud. Donc ça fait 5 ans, tu vois, que je passe 4-5 mois là-bas l'hiver, vu que c'est l'été là-bas. Ouais. Et je peux m'entraîner là-bas. Okay. Et en fait, un jour, je parle avec le meilleur triathlète sud-africain, Jamie Riddle, qui était au JO à Paris, du coup, aussi cet été, enfin l'été dernier. Et on commence à parler et je lui dis, bah vas-y, il y a une personne de mon équipe, Jessie, qui va venir pour faire des vidéos. Est-ce que ça te chauffe qu'on s'entraîne ensemble? Et il me dit, ouais, grave, je suis chaud. Trop bien. Et là, je me dis, putain, je vais m'entraîner avec un pro. C'est ouf. Et donc là, je m'entraîne avec lui toute une journée. On commence à devenir potes. Et il me dit, bah vas-y, reviens. Et donc, je refais des entraînements avec lui. Je pars là-bas, on devient potes. Il vient passer des week-ends, on s'entraîne. Et en fait, on s'entraîne un peu ensemble sur certains jours. Cet hiver, et moi, je vois l'intérieur de la vie d'un triathlète. Et alors? Et à ce moment-là, en fait, je me pose et je me dis, c'est pas la vie que je veux, tu vois. Ok. Ouais. C'est pas la vie que je veux. Et ça met du temps avant que je le processe vraiment, parce que je suis quand même à fond dedans, tu vois. Une partie de mon identité, c'est d'être devenu triathlète. J'en ai posté, je le poste sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de trucs comme ça. Mais je me dis, c'est un sport, tu vois, qui demande énormément de sacrifices. Si tu veux le faire à un très bon niveau. C'est un sport où c'est très difficile. Tu vois, genre sur de l'ultra-endurance, t'as pas 1000 chances, en fait. Parce que oui, tu vois, genre, en fait, si tu regardes mon entraînement, moi, techniquement, l'Ironman, je suis censé le terminer en moins de 9 heures. Ok. Donc, tu vois, ça me met dans une catégorie qui est... parce que le vélo, en réalité, je dois pouvoir le taper en 4h30. La nage, je la tape en 1 heure. Et mon marathon, je le tape en 3 heures, tu vois. Et après, tu as les transitions, tu vois. Et ça, c'est un truc d'après, tu vois... mes zones de puissance, cardiaque, l'entraînement, je dois être, tu vois... C'est faisable. C'est faisable, je dois être proche des 9 heures ou aux alentours des 9 heures, si tout se passe bien. Et donc là, tu rentres dans un niveau qui est un excellent niveau, tu es top 0,1% de gens qui font des Ironman, tu peux te rapprocher des pros, tu ne seras jamais le meilleur pro, mais tu peux te rapprocher des pros, tu vois. Sauf qu'en fait... c'est interminable d'aller chercher, tu vois, des optimisations dans ce que tu fais, dans ta course, et c'est un truc qui impacte quand même ta vie au quotidien. Ouais. Tu vois, moi, je l'ai vu avec Jamie, je vois sa vie, à quoi elle ressemble. En fait, tu es tout le temps fatigué, tu n'as pas du tout de capacité cognitive. Donc, tu vois, quand tu dois réfléchir et que tu es fatigué quasiment tout le temps, c'est l'enfer. Tu perds le goût du sport. Tu vois, le sport, c'est une addiction, quoi. C'est ton corps qui veut t'entraîner parce que tu es trop content d'avoir des endorphines qui sont sécrétées dans ton corps et tout. Mais en réalité, moi, tu vois, je t'avoue que je commençais à perdre un peu le goût du truc. La passion? Ouais, la passion, tu vois, te dire que moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Donc, je suis mon instinct à fond. Et quand je me lève et que je sais que le coach a mis... X heures d'entraînement, de vélo, alors que j'ai juste envie d'aller courir et nager, ça me fait chier en fait, tu vois. Ou vice-versa, tu vois. Et en fait, oui, je peux bouger de temps en temps dans mon planning des trucs parce que je comprends l'entraînement et que je comprends que si c'est de l'endurance en vélo qui fait pas ultra beau, en fait, je vais faire de l'endurance en course à pied. Ça va, tu vois, genre je m'entraîne quand même et je vais pas culpabiliser. Mais tu vois, tu as toujours ce truc de... ne pas faire ce que le coach te dit, tu culpabilises un peu, tu doutes un peu, ça te rajoute des trucs. Enfin, tu vois, tu peux rentrer dans ta tête et perdre, en fait, je trouve, quand tu perds un peu le plaisir,
au final, tu vois, il faut te poser la question de savoir, en fait, pourquoi tu fais ça? 100% d'accord. C'est quoi ton pourquoi? 100% d'accord. Tu vois? Est-ce que ton pourquoi, c'est parce que, tu vois, tu t'es lancé un énorme défi, t'en as parlé à tout le monde, donc maintenant, tu te sens obligé d'aller jusqu'au bout, juste parce que tu l'as annoncé et que t'es quelqu'un qui a toujours mis un point d'honneur sur le fait de tenir sa parole, machin et tout, mais après, tu te dis, mais en fait, je dois rien aux autres, quoi. Tu vois, genre, le sport, c'est pour moi, à la base, c'est moi qui voulais le faire, et honnêtement, tu vois, si je regarde aujourd'hui mon aventure Ironman, est-ce que j'ai des regrets? Absolument pas. Tu vois, genre, j'ai zéro regret. Parce que c'était un rêve que j'avais de me mettre dans des conditions de sportif de haut niveau, c'est-à-dire faire attention à mon alimentation, prioriser, tu vois, mon sommeil, la récup, les entraînements, avoir un coach. C'est des trucs, tu vois, genre, franchement, j'en ai rêvé quand j'étais petit, tu vois, de pouvoir faire ça. Mais en fait, je vois que déjà, c'est un sport qui est très solitaire, le triathlon, parce que tu vois, oui, tu peux te dire, je vais faire des blabla run avec des potes, machin et tout, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, comme le basket ou c'est pas pareil. Ou comme même l'Irox, comme tu vois plein d'autres sports que tu peux aller faire avec le padel, le tennis, j'en sais rien. En fait, ça a rien à voir. Quand tu t'entraînes, déjà natation, avec qui tu peux t'entraîner, tu vas pas parler, enfin tu vois, c'est chiant. Ensuite, faudrait que tu trouves quelqu'un qui ait les mêmes horaires que toi tout le temps. Moi, je travaille, tu vois, j'ai quand même la boîte, tu vois, c'est pas un petit truc. La course, trouver quelqu'un avec toi qui peut faire les mêmes allures. Le vélo, tu veux rouler en groupe, mais dès que tu roules en groupe, en fait, ça marche pas parce que tout le monde se tire un peu la bourre. Enfin, tu vois, c'est des trucs que les gens ne voient pas, mais c'est vachement solitaire. Et moi, j'aime bien parce que c'est un sport où tu fais beaucoup d'introspection, tu te poses beaucoup de questions, tu es dans ton effort et c'est trop cool, tu vois. Et j'adore être dans ma tête et franchement, là-dessus, je kiffe et je le garderai. Mais à ce niveau-là, c'est trop, tu vois. Mais donc en fait, on voit aussi l'envers du décor et on voit que les sportifs professionnels, parce que tu sais, il y a toujours ce discours de dire un basketteur, un footballeur, un tennisman, peu importe les sports, gagne trop. En fait, quand tu vois l'envers, toi, tu as vu du coup ce que c'était aussi d'être à leur place. Et je pense que la moitié ou 3/4 des personnes qui disent ça n'auraient pas envie d'avoir leur vie, tu vois. Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Je pense... Et moi non plus, je m'en rendais pas compte, tu vois. Parce que quand t'aimes faire du sport... En fait, quand t'aimes faire du sport et que tu fais déjà beaucoup de sport, regarde ton temps en activité et tu vois que déjà, si tu fais 10 heures de sport par semaine... C'est beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Maintenant, tu prends un athlète de haut niveau qui est entre 25 et 30 heures de sport actif. Donc, actif, ça veut dire t'es vraiment... Donc, tu vois, par exemple, la piscine, si tu nages 1h30, ça te prend 2h30 de ton temps, 3 heures. Parce que tu dois aller là-bas, préparer tes gourdes, te changer, aller dans l'eau, commencer à nager, t'as les temps de récup, les machins. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus de temps que ce que tu penses, tu vois. Tu vas aller à la muscu, c'est pareil, ça te prend du temps. Toute la récup, on n'y pense pas. Le kiné, les massages, tu vois. Les étirements, la mobilité, tu vois, qui rentrent même pas en compte dans tes heures d'entraînement. Carrément. Donc en fait, les gens, ils se rendent vraiment pas compte de la discipline qu'il faut. Et puis aussi, tu as tous ces jours où tu veux pas le faire, en fait. Tu penses que l'Ironman t'a aidé là dans l'entrepreneuriat ? C'est une bonne question. Je pense que tous les défis qui paraissent impossibles à surmonter t'aident, quand tu y arrives, à avoir des petites victoires qui t'aident à construire ta confiance, tu vois. Et je pense que tout le monde, tu sais, demande c'est quoi le secret de la confiance en soi, machin et tout, parce que tu as des gens qui, peut-être naturellement, ont plus confiance en soi que d'autres. En réalité, la confiance en soi, pour moi, elle vient grâce à des petites victoires, tu vois. Et à l'action. En fait, c'est plus tu passes à l'action, plus ça crée de l'information, plus cette information, tu la réutilises pour ton futur toi, tu vois. Complètement. Et c'est vrai que moi, je pense que cette confiance, elle vient du fait que j'ai réussi à me prouver que j'étais capable de choses que je pensais être incapable. Donc maintenant, d'ailleurs, un livre qui est très cool là-dessus, c'est Mindset, tu sais, de Carol Dweck, où elle explique du coup growth mindset versus fixed mindset. Donc les gens qui ont un état d'esprit fixe, c'est des gens qui pensent que typiquement, ils vont te dire j'ai pas un cerveau mathématique, c'est pour ça que je suis nul en maths. Les gens qui ont un cerveau de croissance ou un état d'esprit de croissance, c'est des gens qui te disent
pour l'instant, je suis nul en maths, mais je sais que je pourrais être bon si je passe du temps, tu vois. Et en fait, ça change tout. À partir du moment où tu sais que tu vas le faire, bah en fait, ton cerveau, il est assez intelligent pour travailler et se dire, bah, si tu veux le faire, il va falloir faire ci, faire ça, suivre tel plan, et il va y arriver, en fait. C'est clair. Bah, le cerveau est quand même plastique et il est capable de s'adapter. Et en fait, c'est en faisant des petites choses qu'au fur et à mesure. Toi, dans ton entraînement en Ironman, en fait, c'est le cumul des séances. Tu as fait une séance après l'autre. Et j'imagine que tu as quand même commencé. Alors, tu as été blessé, donc tu as fait très intense tout de suite, mais tu as quand même fait beaucoup de séances, tu vois. Ouais. C'est comme ça que tu es arrivé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, maintenant, tu es arrivé, je pense, dans un peut-être top 10% quand même des triathlètes, à mon avis, avec ce programme. Donc, tu vois, c'est que même si t'as pas ce qui est ouf. T'as pas fait ce que t'as annoncé, mais quand même, tu vois, le résultat est quand même dingue. Tu vois, tu t'es construit quand même ce profil-là. Et ce que je veux dire, il y a un truc que je voulais te poser depuis avant, c'est le regard des autres. Que ce soit en entrepreneuriat ou dans le sport, il y a un point sur lequel où j'ai l'impression que ça te touche pas et on dirait que t'en as rien à faire, c'est le regard des autres. Parce que tu fais beaucoup de communication, tu sais, beaucoup de posts, beaucoup de vidéos YouTube que je conseille d'ailleurs, qui sont très cool. Mais c'est vrai que le regard des autres, et pour beaucoup de personnes, moi le premier, tu vois, s'afficher sur Insta et tout, ça a été très difficile. J'ai commencé là il y a un mois à faire des vidéos et c'est très dur au début. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Comment toi tu te libères de ça ? Parce que c'est important aussi. T'as dit un truc très juste à un moment. C'est qu'en fait, j'en ai un peu rien à faire de ce que pensent les autres, tu vois. En fait, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est pas quelque chose qui est inné de se foutre du regard des autres. Je pense que c'est normal, en fait, parce qu'on est éduqué à vivre en communauté. Et donc, l'autre nous renvoie une image de nous-mêmes d'une certaine façon qui nous permet de savoir notre place et notre statut, tu vois, dans la société. Et ça a toujours été comme ça. Par contre, ça s'apprend, tu vois, de plus porter trop d'importance au regard des autres. Donc, je vais te donner un exemple concret. Au tout début de l'Emlist, on était en France. Moi, je parlais anglais, mais j'ai pas un accent qui est incroyable, mais je parle anglais, tu vois. Je suis quasiment bilingue, tu vois, donc je me débrouille. Et ben les vidéos, je les faisais toutes en anglais. J'étais à Station F, il y avait des gens qui regardaient, qui rigolaient. Il y avait des gens qui se foutaient de la gueule de mon accent dans les vidéos, machin, etc. Tout le monde, en fait, avait son mot à dire sur ces vidéos. Tout le monde se disait, putain, c'est qui, nanana. Et ça me saoulait, tu vois. Genre, je me sentais grave mal à l'aise. J'étais saoulé, mais il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, si tu fais des choses que la plupart des gens ne feront jamais, t'auras une vie que la plupart des gens n'auront jamais. Et petit à petit, ces vidéos, elles ont super bien marché aux États-Unis. J'avais des très bons retours quand je faisais mes prospections avec de la vidéo, quand je faisais, tu vois, des interviews avec des top superstars aux US, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que le fait d'avoir créé, et je pourrais pas te dire sans me soucier du regard des autres parce que ça serait faux, mais juste, en fait, de l'avoir fait, peu importe ce que je ressentais. Peu importe la honte que j'avais, peu importe... Tu vois, j'arrivais pas à regarder mes vidéos. Je me trouvais très cringe. Mais en fait, je me suis dit à un moment, c'est pas grave, tu vois. Ton rôle, c'est pas de juger ce que tu fais. Ton rôle, c'est de faire. Laisse les gens juger, mais de toute façon, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Toi, ce que tu contrôles, c'est la qualité de ce que tu vas produire. Et si tu veux produire des choses de qualité, il faut que tu crées. Et il faut que tu crées des choses qui soient pas bonnes, des choses qui soient un peu moins bonnes, des choses qui soient nulles, des choses qui soient bonnes, très bonnes, excellentes, tu vois. Et en fait, ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui aident à ne pas trop se soucier du regard des autres. C'est je suis assez convaincu que c'est normal d'avoir des phases d'apprentissage et que dans la création, tu peux jamais être exceptionnel. 2, je préfère toujours faire partie des gens qui créent que des gens qui commentent sur ceux qui créent. 3, mon objectif principal dans la vie, c'est d'avoir un maximum d'expérience et de devenir la meilleure version, si ça peut exister, de soi-même. Et donc de toujours apprendre, de toujours me développer. Et je sais que pour me développer, ça passe par la création et par l'échec. Et 4, j'ai pour habitude de ne jamais critiquer quelqu'un.
Ok. Même avec qui je suis pas d'accord, même que je trouve cringe, même que tu vois, T'aimes pas ce qu'il fait. ou j'aime pas ce qu'il fait, je pars du principe que quelqu'un qui crée du contenu, j'irai jamais passer du temps à faire des commentaires pour tu vois, en fait, Bon, t'as pas le temps aussi. ouais, déjà t'as pas le temps, mais en plus je me soucie pas, tu vois. En fait, je pense que moins tu te soucies de ce que les gens font, et quand tu vois des trucs qui te choquent un peu, en fait, ne pas réagir, être juste neutre, plus en fait tu vas te dire que les gens s'en foutent aussi au fond de toi. Et que les gens, en gros, qui commentent des choses négatives, c'est souvent parce qu'il y a une partie d'eux qui se reflète dans quelque chose que tu fais et qui n'aiment pas. Et ça, c'est vachement important de le comprendre. C'est que, tu vois, quand je faisais des vidéos en anglais et que je m'adressais au marché américain en étant basé en France, bah en fait, oui, tous ceux qui me critiquaient, c'était qui ? C'était des gens qui avaient une boîte franco-française, qui ont toujours rêvé de faire une boîte internationale, qui n'ont jamais eu les couilles de se lancer et de parler anglais et de faire de la prospection là-bas, et qui se disaient, bah, je préfère critiquer parce qu'il n'y arrivera pas, tu vois. De faire, quoi. Ouais. Et au final, mais tu vois, c'est marrant parce qu'au final, les Américains n'avaient rien à faire de Au contraire. ton accent, de Ouais. où t'étais basé. Bien sûr. Juste, c'était cool ce que tu faisais Ouais. et ça leur plaisait, quoi. Ils aimaient l'énergie. Ils se moquaient pas, quoi. Non, pas du tout. Et puis même, tu vois, genre, en fait, les Américains, ils trouvent que c'est courageux. Les Américains, ils parlent qu'une langue, hein, c'est l'anglais. Ouais. Ils savent rien dire Ouais, d'autre, c'est tu vrai. vois. Non, mais en fait, Ils sont impressionnés quand toi, déjà, Bah, tu... bien sûr. Ouais. Et c'est normal, tu vois. Enfin, et c'est respectueux. Et je trouve qu'en France, on a un peu dans notre culture et dans notre ADN la critique. Ouais. Je pense qu'on est un pays qui aime beaucoup ça. Je pense que ça évolue, que certaines personnes ne sont pas forcément comme ça, et je trouve que c'est beaucoup plus bienveillant. Mais après, voilà, hein, c'est à toi aussi de te créer un environnement où tu te sens à l'aise et où les gens... Enfin, tu vois, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un moment où, tu vois, moi, quand je vois des gens qui mettent des messages de haine ou de critiques trop intenses, c'est simple, en fait, je les bloque. Ouais. Ils verront plus mon contenu, parce que t'en as, tu sais, qui reviennent constamment et tout, mais en fait... Pourquoi tu fais ça, en ouais, fait mais moi, tu vois, j'ai pas besoin de créer du débat avec des gens comme ça pour avoir plus de reach, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais. Ce qui m'intéresse, en fait, moi, c'est d'avoir une communauté qui soit ultra bienveillante, en fait, je préfère me créer un monde de bisounours, et en fait, où je suis très bien dans ce monde, et ça me suffit, tu vois, c'est... Et je pense que si tout le monde faisait ça, bah, le monde s'en porterait mieux, quoi. C'est clair. Non, mais complètement d'accord. Ouais. Ok, sur le regard des autres, est-ce que tu aurais des tips de productivité, même si en général dans ce podcast, j'aime pas trop prendre des shortcuts, tu vois. J'aime bien les conversations un peu plus profondes, mais je pense que tu es quand même un peu l'exemple parfait pour ça, tu vois. Est-ce que je sais pas, si on peut pas être semaine type, tu vois, mais quand tu fais du sport, quand t'as des potes, j'imagine. Ouais, bien sûr. T'as ta boîte, etc. Comment tu gères tout ça, quoi, dans la semaine, et comment tu optimises un peu tes semaines? En fait, je pense que le manque de productivité vient de deux choses. Un, c'est plus de la prioritisation. Donc, savoir quelle est la tâche que tu dois faire en premier. Ouais. Et deux, c'est le temps entre ton idée et l'action, et le passage à l'action. Et en fait, moi, ça, c'est des choses que j'arrive à faire très bien. En fait, toutes les personnes qui vont essayer de donner des hacks de productivité, Pomodoro, travaille 20 minutes, arrête ci, machin. Ouais. Non, ça, c'est que des gens qui essayent de te vendre un truc, tu vois. Ouais. Une méthode, un truc. La réalité, la productivité, c'est très simple, mais... Enfin, c'est simple, mais c'est compliqué à mettre en place. Ouais, c'est ça. Tu vois, le principe, c'est juste... faire les choses les plus importantes en premier, c'est comme ça que tu es productif. Parce que tu as globalement 20% de tes tâches qui donneront 80% du résultat. Il faut que tu arrives à isoler ces 20% de tâches. C'est généralement les choses que tu n'as pas trop envie de faire. Et moi, je pense que depuis toujours, c'est ancré en moi. Et je sais pas, tu vois, c'était une question que je posais souvent en entretien qui était un peu what the fuck, mais tu sais, j'aime bien demander aux gens... Qu'est-ce que tu manges en premier dans ton assiette si tu as des légumes que tu n'aimes pas, des frites que tu adores et de la viande que tu adores encore plus, tu vois. Okay. Et en fait, tu as des gens, tu vois, qui commencent direct par les choses qu'ils adorent. Et chacun a des façons, tu vois, un peu spéciales de fonctionner. Moi, j'ai toujours commencé par faire le truc que je détestais en premier. Et depuis que je suis tout petit, tu vois. J'avais un deal avec mes parents. Si j'avais des bonnes notes, je pouvais sortir et être avec mes potes.
Enfin, tu vois, depuis que je suis vraiment petit. Hein, donc, depuis tu la faisais tes primaire. devoirs, quoi. Ouais, je faisais mes devoirs, je faisais des trucs que j'aimais pas et c'était ça que j'aimais pas, je savais que je le faisais. Et après, et ça, tu vois, c'est le pouvoir de la gratification différée. C'est le test du marshmallow, tu sais, qui font. Les enfants qui prennent le. Ouais. Soit t'as un marshmallow maintenant, soit t'en as 2 si t'attends 15 minutes. Ceux qui attendent 15 minutes ont une chance de succès dans la vie qui est beaucoup plus élevée que ceux qui ont mangé le premier marshmallow. Et en fait, c'est un truc qui se développe, hein, la gratification différée. C'est juste, pour moi, c'est un peu aussi de la discipline. C'est la discipline, j'aimais bien cette définition, tu vois, qui disait que la discipline, c'était la plus belle forme d'amour-propre. C'est sacrifier la personne que tu es maintenant pour la personne que tu seras plus tard. Et en fait, c'est tenir la promesse que tu t'es fait à un jour J pour plus tard, tu vois. Et en fait, quand tu crées une version de toi qui toujours va réussir à tenir sa parole, tenir ses promesses, bah, tu crées en fait je pense, une confiance et une énergie qui est totalement différente. Ça vient sur un sujet, désolé, ça m'a traversé l'esprit. T'as fait le choix de créer des boîtes. Ouais. Enfin, une boîte, pardon. Non, t'avais créé une boîte avant. Ouais, j'en ai créé plusieurs avant. Une boîte de t-shirts. D'ailleurs, je voulais t'en parler en off, je t'en parlerai, mais... ouais, t'as créé des boîtes, t'as pas pris le chemin, parce que t'as fait une fac de chimie HEC. Ouais. T'aurais pu aller dans une... J'ai fait fac de chimie, école d'ingé et école de commerce. Ah oui, école d'ingé entre-temps, école de commerce. T'aurais pu prendre un parcours de dire, pendant 15-20 ans, je travaillais dans une belle boîte, prendre des gros postes. Je fais le lien avec le regard des autres. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand toi, tu galérais au fin fond de ta chambre avec ta première boîte, quand les autres commençaient à kiffer un peu, tu sais, avec... leur premier salaire. Je te dis ça parce que moi j'ai créé 4 boîtes. J'ai pris le même chemin. Et ça m'intéresse de voir toi ton aperçu là-dessus. Comment tu l'as vécu? Déjà, le premier point, c'est que c'est plus facile pour moi d'en parler aujourd'hui, maintenant que j'ai plus besoin de me soucier de l'argent à vie. Tu vois, j'ai pu faire kiffer mes parents, faire kiffer ma famille. Enfin, tu vois, genre donc c'est très facile pour moi de parler de cette phase-là, qui n'était pas facile du tout. C'était pas facile parce que à l'époque, du coup, c'était ma copine de l'époque qui payait le loyer. Moi, j'étais au RSA. On vivait dans 30 mètres carrés à 2. T'es au RSA et t'as fait HEC, tu vois. Donc déjà ça, faut le faire passer, quoi. Ouais, c'est relou. C'est très relou. Et mes parents, ils comprenaient pas. Tous mes potes me demandaient, tu vois, mais du coup, quand est-ce que tu te payes? Tu vois, genre... et en fait, t'as des avancées qui, pour toi, sont grandes dans le business, mais qui à l'échelle... Enfin, tu vois, moi, je me rappelle, la première fois, on a fait 1 000 € de revenus récurrents sur un SaaS, sur un logiciel. J'étais là, putain, c'est un palier de ouf et tout. 1 000 € en France, qu'est-ce que tu fais? Genre, t'as 500 balles de charges patronales, sociales, machin. T'as 500 € que tu vas diviser. Enfin, c'est rien. Au final. Et donc, petit à petit, en fait, je pense que au fond de moi, je me suis pas laissé l'option de rater. Je pense que en réalité, un des avantages d'avoir grandi, tu vois, sans énormément d'argent ou quoi, tu vois, je suis jamais parti dans des destinations exotiques avec mes parents. J'ai manqué vraiment de rien, tu vois. Et je pense que j'ai eu le truc le plus important sur Terre, qui est l'amour, tu vois, de mes parents. Vraiment, enfin, tu vois, et pareil, une éducation. Mes parents, ils m'ont appris énormément de choses. Et tu vois, je leur en serai éternellement reconnaissant. Mais je pense qu'un des trucs vraiment les plus importants, c'est que j'ai toujours été heureux avec rien, en fait. Tu vois, ou très peu de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de... Enfin, toutes les fioritures, voitures, montres, machin, tout ça. Évidemment, quand tu as de l'argent, tu peux te faire plaisir et tu peux t'acheter des trucs si tu as envie. Mais ça a jamais changé mon état de bonheur. C'était pas des objectifs et c'était pas un bonheur, quoi. Enfin, dire que maintenant, t'as pas forcément changé énormément de style de vie. Un peu, forcément. Parce que, si, j'ai changé. Cacher, non, mais si. Tu manges plus des pâtes. Mais... Je mange plus des pâtes. Et puis, tu vois, l'argent, ça t'apporte quand même énormément de facilité. Tu vois, je pars quand je veux, je prends n'importe quel avion quand j'ai envie de changer. Enfin, tu vois, tu gagnes énormément de temps. Tu peux décider beaucoup mieux de où tu vas, quand tu vas, avec qui tu rencontres. Ça t'ouvre énormément de portes. Intellectuellement parlant, tu vois, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que à l'époque, en fait, je savais que j'étais au bon endroit. En fait, quand je travaillais,
je me disais, en fait, j'étais vraiment heureux, tu vois. Je me disais, je m'en fous de la fin du mois et de l'argent. En fait, j'adore l'argent et j'ai toujours adoré l'argent depuis que je suis petit. Et j'ai toujours voulu en faire. Mais c'était pas ça qui était en fait le plus important par rapport à ce que tous les autres pouvaient me dire ou les réflexions qu'on pouvait me faire sur ma situation d'entrepreneur précaire, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça, en fait, ça me... Ouais, tu vois, parce que tout le monde me posait des questions en mode, mais t'es sûr que tu veux pas prendre un job? Tu sais, il y avait des gens qui disaient, quand t'es bon à l'école, ça veut pas dire que tu seras bon en business. C'est souvent l'inverse, d'ailleurs. Enfin, tu sais, t'as tous les dictons qui arrivent comme ça. Des gens qui essayent de te décourager, mais tu sais, ils te disent ça... eux, ils s'inquiètent ou parfois, c'est que ça leur rappelle que eux ne prennent pas un risque que toi, tu prends, tu vois. Et donc, ils ont parfois envie de te rappeler que prendre des risques, c'est pas bien, tu vois. Pourquoi toi et pas un autre, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais ouais. Ok, passionnant. Je vois que le temps a filé vite. Guillaume, je pose 2 questions pour finir l'épisode en général. La première, c'est qui est-ce qui t'inspire sur Terre? Ça peut être n'importe qui. Pourquoi aussi? Ok. Waouh, c'est une bonne question. Il y a pas mal de gens qui m'inspirent. Après, peu importe qu'on soit en accord avec lui ou non, je trouve que ce que Elon Musk fait, même si tu vois, c'est cité sûrement tout le temps, en fait, je trouve que c'est... Moins, hein, en ce moment. Ouais, un peu moins, ouais, un peu moins parce qu'il se prend des backlash de ouf. Mais moi, je trouve que c'est super impressionnant. En fait, ce que je trouve impressionnant, c'est des gens qui n'ont pas de limite dans leur vision et dans le côté impossible de leur vision. Et je trouve qu'en fait, plus on grandit, moins on s'autorise à rêver. Et je pense que Elon Musk, c'est un énorme rêveur. Il a énormément de défauts. C'est peut-être un psychopathe, whatever. Ouais. Mais par contre, en fait, pour moi, c'est une des personnes qui rêve le plus fort et qui en parle à tout le monde. Et parce que ses rêves sont fous, il arrive, tu vois, à créer et à attirer énormément de talents autour de lui et de ses projets. Et ça, je trouve que c'est dingue. Et je pense que dans la vie, en fait, il faut avoir des gens comme ça pour montrer et se prouver, tu vois, que on est capable de faire des choses qu'on pensait inimaginables. Que c'est faisable, c'est clair. Envoyer des fusées, changer le marché de l'auto, mettre des batteries sur des maisons. Il n'y a pas de limite, quoi. Non, il n'a pas de limite. Et je suis d'accord avec toi. Après, il est controversé, on est d'accord ou pas, mais on ne peut pas lui enlever du fait qu'il change beaucoup de choses quand même. Ouais, c'est ouf. Et puis, tu vois, même sur les voitures, la plupart des brevets des batteries électriques de Tesla, ils sont publics. Ah ouais. Donc les gens peuvent réutiliser. Enfin, tu vois, il veut vraiment que ce soit ça a toujours été ouvert à fond. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne s'entendaient pas avec Sam Altman et OpenAI. Parce qu'à la base, Elon Musk il faisait partie du board des créateurs de OpenAI. Je sais pas, ouais. Avant de partir. Ok. Ah, c'est ouf. La deuxième question, c'est de quoi rêves-tu maintenant? Parce qu'on a vu, t'as déjà accompli quand même beaucoup de choses, mais de quoi rêves-tu maintenant? C'est une bonne question. Je pense honnêtement que j'ai pas mal de rêves que j'ai envie de réaliser. Pas mal de voyages, pas mal d'explorations, d'expéditions. Mais honnêtement, non, le rêve du moment, c'est continuer de vivre une vie intentionnelle. En fait, je me sens vachement aligné, tu vois, dans ma vie. J'ai un bon mix des choses qui sont importantes pour moi. Et je pense que le rêve, tu vois, c'est de garder cette santé, cette joie, cette bonne humeur et de vivre la vie que j'ai envie de mener, quoi. Trop bien. Eh ben, merci Guillaume. Merci à toi. Salut. Ciao. Ciao.